Mon nom est Andrew Gonzalez, je suis professeur au département de biologie. Je suis vraiment content de vous voir avec nous ce matin et de vous dévoiler SAS, notre nouvelle plateforme pour analyser, explorer les questions de durabilité urbaine. Donc, nous savons que les villes sont au cœur des grands défis, mais bien sûr aussi les opportunités du 21e siècle. On parle beaucoup de la durabilité urbaine. Pourquoi? Déjà, il existe plus de 10 000 grandes villes sur la planète. Et ici, d'ici 2050, 2/3 des 9 milliards d'habitants de notre planète vivront en ville. Donc, c'est clair que le cœur des grandes questions de durabilité de notre époque vont s'établir selon comment on gère nos grandes villes. Alors, que voulons-nous dire lorsque nous parlons de durabilité urbaine? Voici quelques grands thèmes que nous avons mis à l'écran ici. Vous voyez qu'on parle de transformer la qualité de vie de tout le monde, atténuer les inégalités qui sont parfois extrêmes, comme vous voyez à l'image ici. On parle de promouvoir l'alliance d'une ville face aux aléas et fluctuations climatiques ou les aléas liés à la production agricole ou les pertes de la biodiversité. On parle aussi de l'innovation et réduire les impacts environnementaux tout en maximisant les avantages économiques, environnementaux et sociaux. Donc, ça c'est quelques thèmes qui sont au cœur de nos préoccupations dans le contexte de cette équipe. Cette équipe avec David et Kevin qui était conçue, un projet de recherche qui était conçu pour aborder cette problématique, ces grands défis, mais en trouvant des solutions. Quelles sont les solutions innovantes qu'il nous faut pour faire ça? On a conçu notre programme pour intégrer la recherche sur la durabilité urbaine qui génère et mobilise les connaissances nécessaires pour rendre les villes plus inclusives socialement et moins impactantes sur l'environnement, tout en améliorant les bien-être des résidents. Okay? Donc, ça, c'était notre grande mission et c'est à l'intérieur de cette mission que nous avons conçu SAS comme une des livrables qu'on a ciblé très tôt dans le processus. Alors, l'une des questions clés que nous nous sommes posées dès le début était de savoir comment transformer les données en connaissances. C'est-à-dire la traduction des données en connaissances exploitables est nécessaire pour soutenir les politiques et les actions dans un contexte urbain changeant et souvent très complexe. Et en fait, on est conscient des inégalités importantes dans l'accès aux données et aux informations, et ces inégalités aujourd'hui sont significatives. Même pour une ville riche comme Montréal, ce n'est pas tout le monde qui a accès à des données nécessaires pour répondre à ces grands défis, ces challenges liés avec l'urbanisation de notre ville. Et ce qui est important pour nous trois, c'est que l'information doit être adaptée à son objectif. C'est-à-dire les données doivent être multi-échelles dans l'espace et dans le temps, et ça doit être aussi orienté vers les solutions, c'est-à-dire accessible, compréhensible par tous et en particulier par les décideurs. Donc, pour répondre aux besoins d'informations pertinentes, les villes partout au monde collectent des grandes quantités de données. Et ils partagent ces données à travers diverses manières, on va dire. L'une d'entre elles consiste à utiliser des tableaux de bord. C'est très à la mode pour une ville de mettre en ligne un tableau de bord, par exemple comme celui de Londres, en Angleterre. Et ces tableaux de bord sont souvent axés sur quelques problèmes ou facettes de la durabilité. Et ces tableaux de bord-là présentent différents types de données, mais ils permettent rarement à l'utilisateur d'interagir avec les informations. C'est un tableau de bord passif qui vous donne la météo, l'état de circulation, l'état de la bourse de Londres, tout un panoplie d'informations, mais on est là en tant qu'utilisateur comme plutôt passif devant l'écran. Alors que nous,
nous pensons qu'il faut transformer cette façon de faire. Nous avons conçu, ou nous avons une conception d'un tableau de bord qui permet une interaction d'apprentissage beaucoup plus profond avec l'ensemble, et il y a un grand ensemble de données qui sont sous-jacentes à ces tableaux de bord. Donc, comment on crée un système plutôt bottom-up où les données rentrent souvent, une grande quantité de données publiques et ouvertes, et comment on manie, comment on utilise ces données pour donner une espèce de terrain de jeu, sandbox en anglais, on dit, une façon de jouer et d'expérimenter, explorer les données pour répondre à vos questions. Alors, en réponse à cette situation, nous avons décidé de créer une plateforme ouverte de durabilité urbaine qu'on appelle SOS. SOS permet aux Montréalais, pour l'instant les Montréalais, d'explorer et d'exploiter leurs données et de poser des questions sur les problèmes de durabilité. SOS sert à la fois d'outil d'exploration des données et de plateforme de partage de connaissances. Et SOS est conçu pour stimuler des nouvelles recherches, aider à établir les priorités d'action afin d'atténuer les risques. Quelle que soit l'échelle de ces risques, que ce soit des risques liés avec les inondations, les îlots de chaleur, la qualité de vie de tout le monde face à ces changements et ces risques. Et bien sûr, de soutenir les actions en faveur de la durabilité. Je suis convaincu que vous allez être surpris et même intrigués par ce que ça peut faire et révéler aujourd'hui. Et maintenant, je vais passer la parole à Max pour qu'il vous présente ça de façon plus détaillée. Alors, à toi, Max. Merci, Andrew. Donc, moi, je vais vous orienter sur comment fonctionne la plateforme et comment fonctionne SOS. En fait, SOS, la première question au début qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour rassembler des données très diverses, des données très variées au sujet de la durabilité urbaine dans la région de Montréal et de faciliter des analyses qui sont profondes, qui sont dynamiques, mais qui aussi sont intuitives et vraiment faciles d'utilisation. Et pour le réaliser, on a rencontré certains défis. Le premier, c'est évidemment l'hétérogénéité des données. Donc, des données sont disponibles quantitatives, d'autres qualitatives, proviennent de des sources très variées, des données qui sont disponibles à l'échelle des pays, d'autres à l'échelle des bâtiments, des données qui sont accessibles publiquement, d'autres ne le sont pas, ou générées par des machines, d'autres des données générées par les entrevues. Donc, le défi, en fait, c'est la mise en commun de ces ensembles de données-là. Puis c'est quelque chose qu'on sait répondre pour un projet de recherche en particulier, mais vraiment de concevoir un système qui dit « donne-moi n'importe quel ensemble de données et je le ferai interagir avec les autres ensembles de données qui font déjà partie d'un système. » Ça, c'est une proposition qui est complètement différente et à laquelle on a répondu avec la plateforme. Donc, c'est la même chose pour les échelles spatio-temporelles. Quand on pense au recensement, qui est une des meilleures sources de données sur nos villes, sur nos communautés au Canada, les données sont recueillies systématiquement à différentes échelles, donc à l'échelle des provinces, des villes, des régions, des arrondissements, des secteurs de recensement et des zones de diffusion. Mais on a d'autres données, par exemple les collisions automobiles, qui, elles, sont recueillies en un point sur une map latitude-longitude. Et le défi, c'est vraiment de mettre ça en commun, évidemment, les données qui sont recueillies sur des ondes, puis des données qui sont recueillies sur des lignes ou sur des points. Donc, c'est aussi le même enjeu pour les échelles temporelles. On pense au recensement qui est recueilli aux 5 ans. On a d'autres ensembles de données qui sont recueillies annuellement, d'autres qui sont recueillies en temps réel. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait faire pour un projet de recherche en particulier, mais avec ça, avec la plateforme, on a réglé tout ce problème-là en général. Donc, comment ça fonctionne? L'approche ça commence par une collection vraiment large de données sur la durabilité urbaine dans la région de Montréal. On a des données démographiques qui proviennent du recensement, on en a d'autres qui proviennent du portail de données ouvertes de la Ville de Montréal, d'autres données qui proviennent de la myriadisation, donc le crowdsourcing en anglais, d'autres qui sont générées par des machines. Donc, en fait, si un ensemble de données existe sur la durabilité urbaine dans la région de Montréal, on veut pouvoir l'intégrer, on veut pouvoir l'inclure dans la plateforme. Une fois qu'on a ces données-là, on les envoie dans une architecture multiscalaire qu'on a conçue. Donc, c'est encore de dire si on a des points, si on a des lignes, des données qui sont organisées différemment, comment on fait pour les faire se parler, des données qui sont recueillies pendant plusieurs années, d'autres pendant plusieurs jours, comment on fait pour les mettre en commun. Et une fois qu'un ensemble de données arrive dans la plateforme, l'architecture lui permet de se mettre en commun avec les autres ensembles de données qui en font déjà partie. Ensuite, un point qui est très important ici, c'est qu'on a conçu une série de règles qui permettent de visualiser et de contextualiser l'information.
Par exemple, on a deux variables, le revenu moyen dans un quartier et la distance moyenne à la station de métro la plus proche. On veut comparer les quartiers ensemble. Ben, dans ce cas-ci, on a deux variables qui sont continues. Donc, on peut utiliser un diagramme de dispersion, un nuage de points. Mais si on a deux types de données différents, bien, ça prend une autre visualisation plus appropriée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu une série de règles très complètes, mais très flexibles aussi, qui permettent de gérer à peu près n'importe quelle situation, qui permettent de livrer une visualisation appropriée, mais aussi un texte qui est généré dynamiquement en français et en anglais, qui permettent vraiment de contextualiser l'information qu'on regarde. Ensuite, ça, c'est dans le haut complet de la pyramide, la chose avec laquelle les utilisateurs vont interagir directement une fois qu'ils arrivent sur la plateforme, c'est qu'on a bâti une série de modules qui permet de répondre à un sujet ou un thème de la durabilité urbaine en particulier, qui permet de répondre à une question ou plusieurs questions vraiment de manière approfondie. Et chacun de ces modules-là prend une petite tranche des données qu'on a disponibles et les présente de manière continue et guidée. Et de plus en plus, en fait, qu'on développe la plateforme, bien, ça peut aller dans les deux sens. Donc, ça peut aller, on a un nouvel ensemble de données, on l'inclut dans l'architecture, on développe des nouvelles règles si on en a besoin et on crée le module. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Par exemple, il y a une question en durabilité urbaine qui est vraiment d'actualité où on a un chercheur dans notre équipe qui est vraiment intéressé sur un sujet en particulier. On peut penser à qu'est-ce que ça va être un module pour répondre à ces questions-là et ultimement trouver les données et bâtir ce module. Donc, maintenant, j'aimerais passer à la démonstration technique. Non, that's not. On va passer à une démonstration technique vraiment de quoi ça a l'air. Puis plus tard, on va aussi avoir des salles de réunion où on va pouvoir avoir une discussion plus en profondeur sur... Yeah. Pas bien. Je vais cacher ça. Merveilleux. Donc, une fois qu'on arrive sur le site Web, en fait, on a accès à différents thèmes de la durabilité urbaine, comme on voit dans le haut. Chacun de ces thèmes-là s'ouvre pour laisser place à un ou potentiellement un très grand nombre de modules. Par exemple, on va aller voir celui sur le potentiel de la vie active. Donc, l'accessibilité à la vie active, c'est comment l'environnement local favorise un mode d'accès à l'accès à un mode de vie sain et actif. Et par exemple, qu'est-ce qu'on voit à Montréal? On voit une tendance spatiale qui est assez claire. Les quartiers centraux, c'est là où l'accessibilité à la vie active est le plus élevée. On peut aller voir un quartier en particulier, par exemple, Ville-Marie, avoir davantage d'informations sur ce quartier-là. On voit que les hors-normes à Ville-Marie, vraiment l'accessibilité à un mode de vie sain et actif est vraiment élevée. On peut aller regarder aussi à différentes échelles. Par exemple, plus on zoome en ce moment, on est au secteur de recensement. On peut aller aussi à l'ère de diffusion. Et si je tourne le zoom automatique off, on peut même aller à l'échelle des bâtiments. Puis on a vraiment là, des bâtiments à l'échelle de la ville, de la région de Montréal. Là, je vais retourner au zoom. Une autre fonction que j'aimerais vous montrer, puis c'est là où vraiment l'architecture multiscalaire de la plateforme devient vraiment intéressante, c'est si je compare l'accessibilité à la vie active avec le pourcentage de gens qui prennent l'auto pour aller au travail, par exemple, on a une très forte corrélation. Donc, les endroits où l'accessibilité à la vie active est vraiment forte, bien, les gens décident de marcher en fait, pour se rendre au travail. Donc, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas trop surprenant. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte? C'est en vert, c'est là où l'accessibilité à la vie active est haut et là où le pourcentage de gens qui se rendent au travail en auto est bas. Et en bleu, en fait, c'est l'inverse. Puis, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la carte où les deux variables sont élevées. On peut aller à d'autres échelles, par exemple, le secteur de recensement. Et à cette échelle-là, on voit qu'en fait, il y a seulement un endroit où les deux variables sont élevées. Ça se trouve à être juste ici, donc c'est un peu un outlier, une donnée aberrante. C'est Westmount, c'est un endroit qui est un peu plus aisé. Donc, les gens, même s'ils ont accès à un mode de vie sain et actif, peut-être qu'ils décident un peu plus quand même, un mode de vie un peu plus axé avec l'automobile. Donc, décident tout de même de prendre l'automobile pour se rendre au travail le matin. Comme je pourrais passer, comme vous le doutez bien, des heures à regarder différentes variables sur ce module-là, mais le temps est limité, donc je vais passer à un autre module qu'on a sur l'écologie, sur les infrastructures naturelles. Donc, ce module-là, les données ont été reçues en collaboration avec la firme Habitat et la méthodologie provient d'une recherche qui a été faite par un collaborateur chez SOS. Et ce qu'on voit, c'est les infrastructures naturelles dans la région de Montréal. Donc, il est estimé que c'est 25% du territoire de la région
qui correspond à des infrastructures naturelles. Pour l'instant, il y en a environ 11 qui est protégé et les plans de la communauté métropolitaine, c'est d'en conserver 17 Ce que le module permet de faire, c'est de visualiser quels endroits seraient à prioriser selon le pourcentage désiré de protection du territoire. Et on voit ici le 100 en fait, c'est les services écosystémiques rendus en termes de conservation, de biodiversité, de réduction du chaleur, réduction des inondations par ces infrastructures naturelles-là. Et selon le pourcentage, on voit quel pourcentage de ces services-là reste. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est personnaliser des priorités. Donc, je peux aller personnaliser ces priorités-là et voir si moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la prévention des inondations. Mais on peut aller le noter comme étant extrêmement important et les autres variables comme l'étant moins, comme l'étant pas du tout, par exemple. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est une tendance spatiale qui est assez forte. C'est vraiment autour des cours d'eau, les infrastructures naturelles à protéger. C'est pas très surprenant. Et on peut aller voir l'autre variable, par exemple, la biodiversité, puis à ce moment-là, voir une tendance spatiale qui est totalement différente. Je vais aller voir aussi un autre module qui est, des fois, on n'a pas nécessairement une question sur un sujet de la durabilité en particulier, mais plus, on veut en savoir sur une zone. Par exemple, mon quartier, comment il se compare avec les autres en termes de durabilité urbaine. Donc, on va aller près d'ici, près de l'université, un aire de diffusion, et on